VAF, Messi. On va pas se battre avec les voisins. Non. On va pas se mettre au somnifère non plus. Par contre, on pourrait mettre des doubles vitrages. Pour votre prêt travaux, appelez Sofinco et profitez d'un taux exceptionnel à partir de 6,9%. Que vos travaux soient réalisés par vous-même ou par un artisan. Appelez dès maintenant Sofinco au 0800 101 102. Sofinco, construisons vos rêves. La 5e vidéo présente Merveilles de la nature. Cette série exceptionnelle vous invite à découvrir les plus beaux sites naturels de notre planète classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. De la découverte de paysages majestueux à l'exploration des détails les plus insolites du monde sauvage, cette série rend hommage au grand spectacle de la nature. Retrouvez Merveilles de la nature, un magnifique coffret de 4 vidéocassettes. Disponible maintenant. Allô, oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux, 30% de bonus. Nantes, pas d'accident. En tout risque, 2200 francs par an. Les prix de Nex Assurance sont parmi les plus bas du marché. Je serai votre unique interlocuteur. Vous aussi, téléphonez au 0800 100 203. N'oubliez pas, 0800 100 203. Téléphonez maintenant pour un devis auto immédiat. Les éditions Atlas présentent PC à fond, une collection inédite pour devenir un pro du PC. Cette semaine, le CD-ROM Norton Utilities, les fascicules numéro 1 et 2. 10 francs seulement, une collection des éditions Atlas. C'est pas toujours évident de choisir une couleur. On a eu le même problème pour choisir notre opérateur téléphonique. Et puis on a pris le 7. C'est sans abonnement et on est sûr de faire des économies jour et nuit sur nos appels hors département. Tenez par exemple, les appels en soirée sont à 30 centimes la minute. En plus, en ce moment, le 7 est encore moins cher le week-end, seulement 25 centimes la minute. Alors à ce prix-là, toute la famille en profite. Alors, qu'est-ce que t'as choisi? Bah le 7. Faites comme nous, n'hésitez plus, choisissez le 7. Appelez maintenant le 0800 777 000. Le 7 vous offre 1 heure de communication. Le 7, et si vous faisiez tout de suite le bon choix? VAF, Messi. Dans quelques instants, arrêt sur image, fête sa 200e. Puis-je contester le procès verbal? Bonjour, j'aimerais savoir si j'ai le droit de présenter par un avocat. À 12h15, la 5e et Radio Bleu vous propose Studio Conseil. Un problème? Téléphonez. Aujourd'hui, avec l'aide d'un avocat et d'un responsable de l'INC, l'Institut National de la Consommation, nous répondrons en direct à toutes les questions que vous vous posez concernant le droit du travail et également la sécurité en matière d'alimentation. Studio Conseil, à voir et à écouter en simultané sur la 5e et Radio Bleu. Un problème? Posez vos questions à Studio Conseil. Numéro Azur 0810 055 056. De 9h à 13h, le jour même de l'émission. Bonjour. Bonjour, toutes les émissions de télévision, ou presque, ayant pris l'habitude de céder à la douce manie des anniversaires et des commémorations, je ne vois pas pourquoi Arrêt sur image échapperait à la règle. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous propose, pour le 200e numéro d'Arrêt sur image, une émission spéciale. Alors, spéciale d'abord par l'identité des invités, puisqu'à la place de vos chroniqueurs habituels, Arnaud Vivian et Alain Raymond, j'ai fait aujourd'hui appel à 4 chroniqueurs qui sont novices, enfin en tout cas novices dans l'exercice de chroniqueur de télévision. Alors, par ordre alphabétique, pour ne vexer personne, je vais vous les présenter. Jérôme Clément, vous êtes président de la 7arte et président de la 5e. Pierre Lescure, vous êtes PDG de Canal+. Étienne Moujotte, vous êtes vice-président de TF1. Enfin, Marc Tessier, vous êtes président de France Télévisions. En attendant, peut-être demain, si tout se passe comme prévu, de devenir le président d'une super holding qui coiffera aussi non seulement France 2 et France 3, mais la 5e, la chaîne sur laquelle vous allez vous exprimer aujourd'hui. Alors, vos éminentes qualités, dignités et fonctions exercées nous rendront vos regards particulièrement précieux pour répondre notamment à une question qui nous angoisse tous depuis le début d'Arrêt sur image, à laquelle on tente de répondre depuis maintenant 200 numéros sans jamais arriver à une réponse satisfaisante. Est-ce que les images de télévision qui nous parviennent, est-ce que ces images sont contrôlables? Est-ce que quelqu'un en décide? Est-ce que quelqu'un décide qu'on nous les montrera, qu'on ne nous les montrera pas? Quelqu'un de physiquement repérable dans un bureau, par exemple le président?
Ou est-ce que la force du média, la force des images s'impose à tous les dirigeants des chaînes qui tentent de se succéder à la tête de ces chaînes? Alors, pour tenter de répondre à cette grave question, je vous ai posé à tous 4 questions qui sont les mêmes. Première question, quelle est la séquence de télévision dont je me considère l'auteur et dont je suis le plus fier dans toute ma carrière de dirigeant de l'audiovisuel? Deuxième question, qu'est-ce que je voudrais plus jamais voir à la télévision en général? Troisième question, qu'est-ce que je voudrais plus jamais voir sur ma chaîne en particulier? Et enfin, quelle est mon émission de télévision préférée sur une autre chaîne que la mienne? Alors vous avez tous accepté de jouer le jeu. Et il faut dire que cette émission est aussi spéciale parce que contrairement à la règle habituelle d'arrêt sur image, vous connaissez évidemment les séquences que vous avez apportées, mais vous ne connaissez pas celles qu'ont apportées vos camarades et vos collègues. Et vous ne connaissez pas non plus les séquences que nous avons sélectionnées ici à arrêt sur image et sur lesquelles nous vous demanderons de réagir. C'est un petit effet de surprise qui est une première en cette 200e. Alors on va commencer tout de suite par une des propositions qui m'ont le plus étonné. Quand je vous ai demandé, Pierre Lescure, ce que vous ne voudriez plus jamais voir à la télévision en général, vous nous avez demandé de faire un montage, à charge pour nous de le faire, mais en recherchant une phrase très particulière, très précise. Alors voilà tout de suite ce montage. La décision qui va toucher en majorité les Français, c'est la baisse de la TVA sur les travaux. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de ne toucher par cette mesure que les foyers qui ont suffisamment d'argent, par définition, pour entreprendre de gros travaux? Je vais vous répondre. Mais avant, il y a une autre mesure qui va toucher beaucoup de Français. Un tandem Seguin-Matelin, est-ce que ce serait un bon ticket pour la majorité sortante en cas de victoire? Je ne suis pas venu vous parler de cela. Bon, cette campagne, moi je la regarde, je l'écoute, je la suis, elle est intéressante. Sur la défense des agriculteurs, il y a une personne qui est très attachée, c'est Jacques Chirac. Ça vous ennuie pas de le trouver en quelque sorte sympathique, alors que Lionel Jospin demande un peu à ses ministres de ne pas trop le dire, de ne pas trop insister sur le fait qu'il peut être sympathique? Mais, si j'ose dire, la question n'est pas là. Vous savez, il y a deux choses. D'abord, je pense que les institutions de la Ve République... Est-ce que vous avez rencontré le SNES? On a dit que vous alliez le voir aujourd'hui, vous les avez vus? Je vais vous répondre là-dessus, mais je voudrais commenter, si vous voulez bien, la première partie. Oui, comme vous voulez, si vous faites les questions, je vais faire les réponses. Non, parce que vous avez fait moi, je veux commenter les deux choses. Une majorité sans leader politique, c'est un peu délicat. On verra bien, ça c'est au lendemain de dimanche. Actuellement, la question n'est pas celle-là. Est-ce que Jean Tibéry est le meilleur candidat RPR à la mairie de Paris? Donc stop. Je veux bien répondre à toutes les questions, mais je voudrais d'abord 2 secondes qu'on parle un tout petit peu de ce que c'est la langue de bois. Vraiment, après je répondrai. Votre style, c'est plutôt, en l'occurrence, du côté du président de la République ou du côté du Premier ministre? Vous pensez que je vais vous répondre alors, à la question posée comme ça? Est-ce que vous pouvez ne pas y répondre? Oui, je peux ne pas y répondre en vous disant que c'est un métier extrêmement compliqué, mais pour d'autres raisons. J'imagine que vous avez beaucoup pensé aux troupes françaises qui sont en ce moment au Kosovo. Pensez-vous qu'elles le soient pour longtemps, pour plusieurs mois ou pour plusieurs années? Je voudrais d'abord dire que j'ai été très impressionné par la qualité de ce défilé. Alors ça, c'est ce que vous voulez plus jamais voir. Expliquez-vous, argumentez. Oh, l'argumentaire est simple. À la limite, je préfère encore Védrine qui dit « je ne vais pas répondre, on est en pleine actualité ». Quand on lui pose la question, c'est au lendemain de la fameuse visite de Lionel Jospin au Proche-Orient. Donc lui dit « je ne vais pas répondre », on le comprend. Mais tous les autres, ce qui me choque, c'est pas que ce soit d'une violence extrême, c'est l'espèce de simplicité, de naturel avec lesquels les présidents, d'autres personnalités, mais là, les présidents, les chefs de parti, les ministres, enfin, tout représentant des électeurs ou tout leader, tout décideur, répond à un journaliste qui lui pose une question relativement précise, 9 fois sur 10, en tout cas votre montage est explicite, et il commence par dire, puisqu'il est chez lui à la télé, avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose qui me semble important. Je pense que tant qu'on n'aura pas inversé ce déséquilibre qui fait qu'à la télévision, à la radio aussi, jamais en presse écrite, mais qu'à la radio et à la télévision, et singulièrement à la télé, où d'un seul coup on prend presque la caméra à témoin pour dire, je vais vous dire quelque chose qui est plus important que votre question, il y aura quelque chose qui me semble être de mauvaise qualité journalistique, et ce n'est pas les journalistes qui sont en cause en l'occurrence. Car aussi, on a déjà vu des journalistes exercer leur droit de suite, répéter la question, et c'est tout juste finalement si bon nombre de téléspectateurs ne les trouvent pas quand même un peu grossiers. Oui, ça on le sait bien, hein, y compris ici arrêt sur image, à chaque fois qu'il y a un plateau un peu musclé, un peu serré, souvent le téléspectateur est du côté de l'invité. Mais je pense que c'est un vrai problème de fond
de la relation journalistico-décideur. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la télévision idéale, c'est la télévision où on serait censé répondre à toutes les questions des journalistes, y compris parfois, parce que ça peut arriver, je veux dire, les questions hâtives, les questions approximatives, les questions... No comment, le je refuse de répondre ou je refuse de répondre aujourd'hui, ça ne me gêne pas, c'est déjà une réponse en soi. Ce qui me gêne, c'est de s'approprier ainsi une antenne et un média lorsqu'il est absolument journalistique. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, juste un rappel. Moi, il y a près de 25 ans, quand j'étais sur Europe 1, j'avais créé une émission sur la responsabilité de Jean Dorigny qui se faisait tous les jours, qui s'appelait Questions-réponses. Et la formule était simple, j'avais un homme politique invité, je lui posais 5 questions auxquelles il devait d'abord répondre par oui ou par non, et ensuite développer. Et ils avaient tous répondu, aucun n'avait joué à ce petit jeu. Alors peut-être on peut essayer cette formule. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Pierre, c'est assez agaçant. C'est en même temps un défaut français qui consiste à vouloir toujours faire un avant-propos. On va essayer, nous, de répondre à vos questions les plus embarrassantes directement. Alors le hasard des choses et le hasard de la distribution des postes fait qu'il y a sur ce plateau 2 journalistes, vous Pierre Lescure et vous Étienne Moujotte, et 2 énarques. Vous, Jérôme Clément, et vous, Marc Tessier, c'est-à-dire qui avez été à l'école précisément avec ces gens qu'on vient de voir à la télé là, et qui refusent de répondre aux questions des journalistes. Alors, est-ce que vous avez la même vision des choses que vos 2 confrères journalistes? Non, j'ai justement quelque chose à vous dire que je voudrais dire au préalable. Non, c'est un effet de télévision. Non, pas du tout. Je ne veux pas faire d'effet de télévision. Non, mais je crois que c'est vrai que c'est tout à fait insupportable. Et quand vous dites que les téléspectateurs n'aiment pas qu'on coupe ensuite la personne qui fait cet exposé liminaire, c'est vrai aussi, encore que lorsque le journaliste sait bien s'y prendre, je pense qu'on aurait vu la suite des 5 ou 6 reportages, interrogatoires qui étaient là. Je suis convaincu que les meilleurs arrivent à reprendre ensuite le fil de leur interview. Mais sur le fond, je pense que c'est vrai que c'est une prise d'antenne brutale et un peu agressive et qui, à mon avis, ne donne pas de très bons résultats. Et qu'il faut répondre aux questions des journalistes d'une manière générale. Ah, tout à fait, bien sûr. Non, mais Pierre Lescure parlait du no comment. Le no comment est une technique de réponse. Donc je ne vous dis pas no comment, je vous réponds oui. D'accord. Jérôme Clément, d'accord avec vos 3 collègues? Oui, pas tout à fait, parce que je crois qu'on ne peut pas non plus empêcher quelqu'un qui en pose une question de la suivre dans un contexte aussi, ou de vouloir... c'est pas forcément la question exactement telle qu'on l'aurait voulu la poser. Quand il s'agit d'une fuite ou d'une déviation, là je trouve que c'est pas bien. Quand il s'agit simplement d'une précision ou en général, ce sont des questions complexes. On ne répond pas comme ça par oui ou par non, brutalement. Donc je trouve que ça peut être assez utile et légitime, surtout sur des questions délicate, d'assortir son commentaire ou sa réponse d'une mise dans un contexte qui peut être utile. Toute la question est de savoir ce qui sépare l'esquive de la mise en perspective. C'est pour ça que je serais plus nuancé que Pierre Lescure, mais je trouve que tu y vas un peu fort dans tes réponses très systématiques. Tu te rends compte, on le verra dans le script de l'émission, tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Quand la question n'est pas tout à fait ce qu'on estime qu'elle devrait être, c'est pas ton problème. La question, c'est le problème du journaliste. Oui, d'accord, mais il y a un libre arbitre aussi de celui qui répond en disant je suis désolé, moi la question je la vois comme ça. Alors il peut ensuite s'engager un dialogue parce qu'au bout du compte, chacun y trouve son compte, mais on n'est pas obligé de répondre. Il y a une façon parfois un peu brutale et presque inquisitoriale de poser des questions auxquelles on a envie de dire écoutez, je suis désolé, pas comme ça. Bon, et puis ça n'empêche pas que le dialogue se fait. Oui, il me semble aussi, je ne veux pas venir au secours des politiques, mais qu'un passage à la télévision est tellement important que je peux arriver à comprendre qu'à un moment donné, en tout cas à l'attaque d'une interview, le politique prenne les 20 secondes qui lui permettent de cibler sa réponse. Et vous allez sûrement trouver une conférence de presse ou une réunion dans laquelle l'un d'entre nous a refusé de répondre à une question. Je suis sûr que vous allez nous montrer ça tout à l'heure. On n'avait pas prévu, on aurait dû, c'est une bonne idée. Tiens. Sûrement. Vous voyez que vous devriez être chroniqueur de télévision, non? Excellente idée. Refuser n'est pas esquiver. Refuser, c'est de ne pas répondre. Ce que disait Moi, je pense qu'il y a, là, je suis d'accord avec Pierre complètement, c'est que une des raisons du désamour du politique, chez les téléspectateurs, c'est aussi la langue de bois. C'est aussi le refus du dialogue et le refus de l'écoute. Et je pense que quand vous les interrogez, toutes les études le montrent, il y a une façon de dire on ne dit plus rien de ce que nous souhaiterions qu'il soit dit, faute de médiateur dans un débat politique. Comme ceux qui vous suivent, Daniel Schneiderman, sont des gens particulièrement attentifs à la télé, qu'ils se livrent à ce petit jeu dans les 3 semaines qui viennent, du nombre d'interviews politiques où ils verront faire leur propre montage, comme celui que vous nous avez heureusement
proposer. Alors dans les 3 semaines qui viennent et peut-être dans les 80 minutes qui viennent, là on va le voir maintenant, puisque effectivement il y avait de votre part en choisissant ce montage-là et de ma part en le plaçant en tête de l'émission, il y avait comme un effet de télévision, il faut bien le reconnaître, c'est particulièrement redoutable. C'est-à-dire que toute notre émission maintenant, là, celle qu'on va faire ensemble, anniversaire, mais ça va être notre fête. Va être placée, va être jugée à l'aune de l'extrait qu'on vient de voir là. Sans échappatoire. Très bien. Sans échappatoire. Sans échappatoire. On va tout de suite commencer par les extraits que vous avez choisis pour expliquer un peu la séquence de télévision dont vous étiez le plus fier de vous trouver à l'origine. Certaines sont surprenantes, d'autres moins. Étienne Moujotte, bon, j'ai pas été tellement surpris de voir que vous aviez choisi un extrait de Monte Cristo. Le film de José Dayan avec Depardieu et Pierre Arditi, dont nous allons voir tout de suite justement l'extrait. Le château d'If, une des plus redoutables prisons du royaume. Quand j'étais à Marseille, j'ai quelque peu contribué à y envoyer les pensionnaires. Pourquoi avez-vous quitté Marseille? Vous ne vous y plaisiez pas? Question embarrassante, monsieur le comte. Mais puisque vous me la posez, j'oublie ma modestie, je vous réponds. J'ai bénéficié d'une promotion. Pour service rendu? Mais oui, naturellement. À qui? À qui? Mais à la justice, monsieur. Alors, ce moment-là, vous pouvez vous dire, c'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai voulu que ce soit sur TF1. On ne peut jamais dire ça, parce qu'il y a derrière un auteur, un réalisateur, des comédiens, une chaîne qui s'engage, le président de TF1 qui a accepté de signer un très gros chèque parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment une œuvre collective de TF1. Mais c'est vrai que la chance que j'ai eue de rencontrer Depardieu à un moment donné avec Jean-Pierre Guérin, le producteur, a fait qu'on a pu conclure ça très vite. Comment ça s'est passé concrètement, la décision, le moment où on dit oui? C'était où? C'était quand? Ça s'est passé en combien de temps? C'était dans un restaurant, un vendredi, où Depardieu et Guérin sont arrivés. J'étais avec un des responsables de la fiction chez moi, qui est Francis Villaume. Et Depardieu m'a dit, est-ce que tu es d'accord pour faire Monte Cristo? Je lui ai dit oui, j'en parle à Patrick Lelay, je te rappelle cet après-midi. Comme ça, par exemple, sans donner de chiffres? Si. Ah bon? Le chiffre avancé était simple, ça impliquait un investissement de la chaîne de 50 millions, 12 millions, enfin 12,5 millions par épisode. Le chiffre est déposé. Et la réponse, je l'ai donnée, ou plus exactement Patrick Lelay l'a donnée l'après-midi même. Alors, je crois savoir qu'auparavant, l'affaire, si j'ose dire, avait été proposée à France Télévisions. C'était pas vous, évidemment, qui étiez en poste, c'était un de vos prédécesseurs. Ça s'est pas fait. D'abord, est-ce que vous savez pour quelle raison ça s'est pas fait? Non, je n'ai pas vraiment fait d'enquête. Je crois que fondamentalement, le service public n'était pas en mesure d'aligner l'argent nécessaire. Je crois qu'il ne faut pas pratiquer la langue de bois. Et je pense que très vite, personne n'y a cru. Voilà. Ah bon? Pour des raisons financières, oui. bien. Et aujourd'hui, vous regrettez? Bah écoutez... Non, mais vous auriez aimé que ce soit sur France 2 Bien sûr. Je pense que dans les grandes fictions, disons à caractère historique ou littéraire ou culturel, nos différences s'estompent un petit peu entre le service public et les chaînes privées. Et je pense que là nous avons une espèce de stimulation, une émulation réciproque, qui fait que je pense que j'aurais été très heureux que nous ayons Monte Cristo sur nos chaînes. Oui. Mais je une chose. Parce que la réaction qu'on avait comme téléspectateur quand on a vu Monte Cristo sur TF1, on s'est dit mais quelle terrible occasion manquée pour le service public. C'est quelque chose qui avait sa place sur France 2. Mais je ne comprends pas, ça c'est un raisonnement que je ne comprends pas. Quelle terrible occasion manquée. C'est comme si chaque fois qu'il y avait une émission sur TF1 ou une émission sur Canal+, ou une émission sur Arte, on nous dit quelle terrible occasion, ça devrait être sur France 2, sur France 3. Ben non, c'est sur TF1. Et puis nous avons, j'espère, de temps en temps, l'inverse. C'est que, et je suis convaincu, je ne pose la question indirectement à Étienne, je suis convaincu que de temps en temps, il regrette que tel type d'émission ne soit pas sur sa chaîne. Donc là, je trouve que ce n'est pas un raisonnement qui soit valable et recevable par un président de chaîne. Et alors, est-ce que vous êtes en poste depuis juin dernier? Tout à fait. Est-ce que c'est court, hein, on dit toujours qu'il faut 1 an ou 2 ans ou 3 ans pour imprimer sa marque à une chaîne de télévision quand on est le président, mais depuis 6 mois, est-ce que vous avez mis en chantier les Monte Cristo qui marqueront France 2 dans 2 ans, dans 3 ans? Par exemple, actuellement, on travaille sur la mise en chantier d'un Napoléon,
pour prendre un exemple parmi d'autres. Oui, voilà un travail qui se met en chantier. Il y a eu récemment... On va aller ça, je suis incapable de vous répondre. Bon, Mais moi, je crois savoir qu'il y aura Depardieu. Parce qu'il n'appartient pas à TF1. Oui. Ah bon, il ne sera pas dans Napoléon ? Écoute, je ne peux pas encore te donner une assurance. Bon. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il sera dans Les Misérables et également dans Les Trois Mousquetaires. Mais et c'est ça une des particularités de notre métier, c'est qu'aucun comédien, aucun réalisateur n'appartient à une chaîne. Ça, il faut bien se dire ça. Et on le sait, et c'est normal, et c'est bien. En tout cas, les téléspectateurs retiendront que vous êtes mieux informés sur les projets de France 2 que Marc Tessier, ce qui est la première vraie surprise de cette émission. Alors, le choix de Jérôme Clément, je dirais, m'a aussi peu surpris que le choix d'Étienne Moujotte, puisque vous, le moment de télévision, la séquence de télévision dont vous êtes le plus fier depuis votre accession à la tête d'Arte, ah bah si, c'est la réponse à la question posée. Donc, c'est l'extrait de Corpus Christi, cette série de Gérard Mordia et Jérôme Prieur en 12 épisodes, hein. Oui, 15. 15, qui était alors vraiment le pari complètement incroyable d'une série faisant l'exégèse d'un extrait de l'Évangile selon Saint Jean. On va en voir tout de suite un extrait. Il le leur livra. Le texte ne dit donc pas clairement à qui Pilate livre Jésus. Comment comprendre cette ambiguïté? Tout d'abord, dans le verset 16, puis il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Le « il » désigne Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Le désigne Jésus et le leur s'applique aux grands prêtres et aux autres juifs qui apparaissent dans le contexte, au verset 14 et 15. C'est eux qui demandaient que Jésus soit crucifié. On dit que Pilate le leur livra et on laisse entendre qu'il le livra aux juifs, aux grands prêtres. Alors ça, du point de vue de l'histoire, c'est impensable. Jésus n'a pas été crucifié par les grands prêtres. Alors, ce qu'on sent à travers cette petite phrase, c'est qu'il va y avoir constamment la volonté, dans la tradition chrétienne, d'insister sur la responsabilité des Juifs. Des Juifs, alors que c'est la responsabilité de quelques chefs juifs, de quelques grands prêtres. Je crois qu'il faut bien voir, c'est extrêmement limité. Pourquoi Corpus Christi ? Pour deux raisons. La première, c'est que quand Gérard Mordia et Jérôme Prieur sont venus proposer ça, ça me paraissait quand même austère et ambitieux. Bon. Alors en plus, quand j'ai vu qu'ils partaient, non pas pour faire 4 épisodes comme ils nous avaient dit, mais 7, je trouvais ça déjà très audacieux. Et quand j'ai vu les premiers rushs, je me suis dit quand même, c'est vraiment dur, quoi. Hein. Face caméra, des spécialistes qui parlent sur un fond noir. Je trouvais ça à la fois passionnant, mais je me suis dit vraiment, bon là, c'est des paris fous, quoi, de produire ça. Et alors la deuxième raison, c'est qu'ensuite on a eu se poser la question de savoir comment on allait le programmer. Et comme on ne savait vraiment pas quoi faire avec ça, c'était quand même extrêmement compliqué et tout à fait passionnant, on s'est dit on va le faire en prime time à 20h30 tous les jours pendant la semaine de Pâques. Et ça, c'était une décision évidemment aussi qui était paradoxale. Bon. Et finalement, la plus grande surprise, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que ça a eu un retentissement énorme. Et ça a attiré le public, évidemment dans des proportions moindres que Monte Cristo, ça va de soi, mais quand même, on a attiré plusieurs millions de téléspectateurs, et puis ça a marché dans le monde entier, il y a eu des échos incroyables. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir, et je me suis dit que c'était une décision qui prouvait qu'on pouvait être extrêmement exigeant vis-à-vis du public, mettre la barre très haut, et que ça pouvait marcher. Il n'y a aucune concession. Il n'y a aucune concession, justement, c'est ça. Et je veux dire, évidemment, je connaissais Gérard Mordia, on avait fait Artaud avec lui, qui était déjà une œuvre assez austère, mais très belle. Donc on était dans une relation de confiance, ça c'est très important aussi pour savoir comment on se lance dans des aventures. Et puis ensuite, le bateau part, et c'est la question que vous posiez tout à l'heure, on ne sait jamais exactement comment ça va arriver, donc on n'a pas de contrôle complète des images. Bien. Alors, la séquence dont vous êtes à l'origine, dont vous êtes le plus fier, évidemment, ça ne peut pas être une œuvre de fiction, on le disait, vous êtes là depuis trop peu de temps, vous avez choisi une émission de flux, comme on dit, c'est-à-dire une émission de société, prise directe, animée par Michel Field, donc une émission en direct de Lézignan-Corbière, dans le Languedoc-Roussillon, peu de temps après les inondations catastrophiques dont la région a été victime. On va entendre l'énorme et l'incroyable gravité de la situation. Vous savez qu'il y a eu 30 victimes. Nous avons nous-mêmes, avec l'équipe, évidemment, fait le tour de ce qu'on a pu voir à Lézignan et dans les environs.
Ça dépasse l'imagination quelquefois. Nous avons essayé d'aller dans la cuisine, du moins j'ai essayé. Et puis la porte de la cuisine était bloquée par la gazinière, par la machine à laver, par tous les meubles, j'imagine. Et puis mon fils s'est levé, il a essayé de s'habiller. Nous avons ouvert la porte principale d'entrée, donc. Et puis à la suite de ça, les locataires nous ont dit de monter aussitôt. Je suis montée en pyjama, nous étions trempés et nous avons passé toute la nuit chez une locataire au-dessus de chez moi. Alors, le fait que vous ayez choisi cette séquence, ça veut dire que c'est vous qui avez désiré que cette émission soit mise à l'antenne. C'est vous, président de France Télévisions, qui avez dit, voilà, il faut faire ça. Pour être tout à fait complet, le projet existait avant que je n'arrive. Et donc, j'ai repris ce projet au mois de juin. Non, mais je parle de celle-là précisément, sur les inondations, là. Ah non, vous avez une programmation qui est faite tout de même avec une certaine avance pour une émission qui est quand même hebdomadaire. Et le choix de Lézignan est un choix qui avait été fait au départ, avant même, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Ah bon, avant les inondations? Oui, absolument, puisque Michel devait tourner. Et comme les inondations ont eu lieu, accessoirement, c'était un jour où il y avait également une grève dans le service public, et donc il y a eu une mobilisation de l'ensemble des équipes pour que l'émission puisse avoir lieu, et on l'a diffusée à 20h30. Ah bon? Alors que normalement, je suis déçu, je pensais que vous alliez nous dire, je pensais que vous alliez nous dire la réactivité du service public, qui 2 jours après décide... Réactivité formidable, non, mais réactivité formidable, puisque l'idée était là, sur ce lieu, et on a décidé de ne pas abandonner ce territoire et de faire une émission qui est une émission que je crois extraordinairement forte. Alors on n'en a vu que quelques extraits, mais la qualité des témoignages, 2 heures de témoignages en direct, c'est une émission qui est presque à vous couper le souffle. Absolument. Alors le choix le plus surprenant, je dirais, c'est le vôtre, puisque contrairement à ce que je pouvais imaginer, vous n'avez pas choisi une émission de Canal+, chaîne que vous présidez depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Mais vous avez choisi, suis depuis 16 ans. Mais dans laquelle vous êtes depuis ses origines. Hein. Mais vous avez choisi une séquence de l'époque où vous étiez directeur de l'information d'Antenne 2. Donc un jour, vous décidez de créer un nouveau magazine consacré aux droits de l'homme. Il s'appelle Résistance. Et alors, dès le premier numéro de Résistance, badaboum, apparition de Pierre Lescure à l'antenne à la fin du journal télévisé pour dire ceci. Dès ce premier numéro, une question s'est posée à nous aujourd'hui. Nous avions prévu de diffuser une séquence en pleine actualité dans laquelle s'exprimaient, avec les risques que l'on imagine, 2 prisonniers politiques marocains. Il apparaît que cette séquence, aujourd'hui, peut compromettre l'éventualité de les voir libérés rapidement. C'est possible. De plus, cette séquence risquait surtout de peser sur la possibilité de voir évoquer efficacement, au plus haut niveau, le dossier des prisonniers politiques marocains. Nous en avons débattu et finalement décidé de ne pas diffuser ce soir l'interview en question. Mais, si elle est au sommaire du prochain numéro de Résistance, le mois prochain, c'est que rien n'aura changé dans la situation des prisonniers marocains. Ce dont vous êtes le plus fier dans toute votre carrière, c'est d'avoir censuré un reportage. Oui, puis c'était la première émission sur les droits de l'homme, on est en 83, c'est encore le début du régime socialiste. Et après des péripéties dont les habitués d'Arrêt sur Image se souviennent peut-être, mais qui n'existait pas encore. Langlois quitte le 13h, on lui confie Résistance, un magazine sur les droits de l'homme dont Michel Toulouse a eu l'idée. Tout le monde travaille dessus, Langlois se dit, ils sont en train de me balader, ce ne sera pas un vrai magazine, je ne vais pas avoir la liberté, les moyens, des groupes donnent les moyens, le magazine est programmé, il doit passer ce soir-là, et à 17h, Madame Mitterrand, qui n'était pas seulement l'épouse du président de la République, mais qui s'intéressait et s'intéresse toujours beaucoup aux droits de l'homme, nous fait savoir qu'elle a appris qu'il y a cette séquence et que les négociations qui sont menées dans la coulisse pourraient, comme je l'expliquais à l'époque avec une autre tête, le temps a passé, que tout cela pourrait remettre en cause les négociations pour alléger le régime pénitentiaire de la prison de Kénitra. Et donc vers 17h, on a été amené à convaincre Langlois, l'ensemble des représentants de la rédaction, l'ensemble des délégués syndicaux de la rédaction, qu'il était sans doute intelligent de censurer ce premier numéro de Résistance, première émission sur les droits de l'homme. Et le mieux, c'était d'aller l'expliquer à l'antenne. Et quand vous m'avez posé la question de savoir quel petit fait de télévision dont j'étais responsable, je choisissais, c'était celui-là. Ce jour-là, on a essayé d'avoir de l'influence.
Très bien. Alors voilà, c'était le premier tour de table. Je dirais que c'était la question la plus facile pour vous quatre, hein, ce dont vous étiez le plus fiers. Bon, effectivement, on a commencé par le gâteau. On va passer à la deuxième question qui est évidemment plus délicate. Ce que je ne voudrais plus jamais voir sur ma chaîne. Alors on va commencer par vous, Jérôme Clément. Ce que vous ne... Alors ça a été assez compliqué, c'est-à-dire que votre premier mouvement, spontanément, la première réponse à la question a été de me dire « Oh là là, ce que je ne voudrais plus jamais voir sur ma chaîne, c'est les soirées électorales. Parce qu'on ne sait pas le faire, les résultats n'arrivent pas, on est mauvais, on patouille. Voilà, » Et puis alors j'ai cru comprendre que vous étiez fait un peu remonter les bretelles par la rédaction d'Arte. Bah, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est toujours difficile parce que, effectivement, je crois que l'information n'est pas... Faut le dire, hein. Oui, non, on peut le dire. Moi, je suis très content du journal qu'on fait, d'un certain nombre de choses qui sont faites, mais ce n'est pas notre spécialité. Et c'est très compliqué, en plus, dans le système franco-allemand dans lequel on est. Donc, les soirées électorales, pour nous, c'est un casse-tête absolument épouvantable. On n'arrive pas, on ne peut pas rivaliser avec les grandes chaînes. Et puis, c'est une soirée où chacun regarde sa télévision. Pas... Bon, alors on a essayé toutes les formules, ça ne marchait pas. D'accord. Enfin, c'est vrai que ça aurait fâché beaucoup de monde. Donc, vous vous êtes rabattu sur un espèce d'objet télévisuel étrange, un sketch issu, alors là, de la soirée d'inauguration d'Arte, c'était il y a 10 ans. Bitte, Helmut, commencez. Vous êtes mon invité de marque. Die Mark, ja. Und der Franc, oui. Le franc, oui. Nous, les Français, nous aimons bien Mercedes-Benz, les Porsche et Beckenbauer. Donc, nous avons le même goût. Nous sommes faits pour nous entendre. Völlig d'accord. Wir haben eine imposante Affinität und ich möchte sagen, partout, keine Barrieren. Keine Barrière. Allemagne et France, par télévision en trans. Oui, das ist die säkuläre Chance. Wir haben keine Differenz. Non, kleine Differenz. Toute petite différence. Célèbre la suite. Alors ça, c'est ce que vous avez vu de pire dans toute votre carrière de président d'Arte. Oh bah, de pire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était assez gratiné, oui. C'était assez gratiné parce qu'on démarrait dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'on n'était pas destiné à être sur un réseau hertzien, et donc 3 mois après, il a fallu démarrer, et que non seulement on a démarré en catastrophe, mais en plus, on avait décidé de faire un direct. Avec dans le théâtre de Strasbourg, alors faire un direct quand on n'a jamais eu l'antenne, c'est évidemment prendre des risques absolument inconsidérés. Ils sont en direct tous les deux là? Ils sont en direct, oui. C'est en direct. Oui, alors l'exemple n'est pas forcément le mieux de la soirée, mais la soirée a été quand même un véritable... Oui, bien sûr. Oui, parce que en plus on était extrêmement mal à l'aise vu le contexte dans lequel tout ça s'était passé. C'était extrêmement difficile. Mais mal à l'aise, c'est-à-dire vous estimez là par exemple qu'ils sont trop irrévérencieux à l'égard de Mitterrand et de Kohl? C'est parce que toute la soirée s'est déroulée dans une espèce de happening imprévisible, que les horaires n'étaient pas tenus, que souvent il y avait des trucs qui foiraient complètement, et donc on était là. Impossible d'arrêter, évidemment, et j'entendais déjà les critiques qui seraient faites le lendemain, c'est-à-dire sur le thème c'est nul, à quoi ça sert, c'est complètement raté, ça d'ailleurs ça n'a pas manqué. Je voyais bien les gens ricaner sous cap, les ennemis ou les amis, enfin bref, c'est un mauvais souvenir. Mais alors, est-ce que c'est pour cette raison, échaudé par ce souvenir-là, que Arte a ensuite quasi renoncé à l'humour et quasi renoncé à tenter de faire rire. Alors, et je dirais pas renoncer au direct, mais enfin quasi renoncer au direct aussi d'ailleurs. Non, pas renoncer au direct, on en a fait quelques-uns. Non, mais c'est pas sur le direct, c'est difficile. Mais l'humour, c'est ce qui est le plus national. C'est extrêmement compliqué de faire rire dans un autre pays que le sien. Et c'est vrai que l'humour allemand et l'humour français sont vraiment alors à 1000 lieues de distance. Donc on a beaucoup de mal à trouver. Il n'y a que l'humour anglais qui rapproche. C'est pour ça qu'on avait pris, on a fait pas mal de choses sur l'humour anglais avec des séries fameuse. Mais là... Mais vous me dites c'est fichu, que ce qui fait rire les Allemands ne fera jamais rire les Français, ce qui fait rire les Français ne fera jamais rire... Les expériences qu'on a ne sont pas très concluantes, en tout cas. On va continuer avec vous, puisqu'on a demandé sur chacune de vos 4 chaînes un peu comment elle était perçue par les lycéens qu'on est allé voir cette semaine, donc qui sont les lycéens du lycée professionnel Hélène Boucher de Tremblay, en Seine-Saint-Denis, et on les a d'abord interrogés sur Arte. Moi, ça me fait penser à l'Allemagne. Ouais, documentaire, ouais, c'est vrai que sur cette chaîne, il y a beaucoup de documentaires. Et enfin, moi, si on me dit Arte, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, quoi. Et documentaire, dans ton esprit, c'est associé à quoi d'autre? Une bonne question. Je sais pas, je regarde très rarement, mais vraiment très rarement la 5. Quelle différence vous faites entre la 5e et Arte? Aucune.
La cinquième et deuxième. Aucune. Je savais même pas que c'était 2 chaînes différentes au début. Donc, C'est pour les personnes âgées, c'est pas plutôt pour les jeunes, quoi. La 5e ou Arte? Les deux. Comme je vous l'ai dit, ça vise pas que les vieux, il y a des émissions pour les petits, quoi. C'est Lulo, par exemple. Alors c'est vrai qu'Arte a un rapport au public, au jeune public, mais au public en général. Ce qu'ils disent à plusieurs reprises, et ce qu'on remarque toujours, c'est que les gens ne font pas la différence. Comme c'est sur le même réseau, moi j'entends ça toute la journée, y compris dans les gens très proches de moi, ils sont absolument incapables de faire la différence entre l'une et l'autre. On me cite régulièrement des émissions de l'une sur l'autre, etc. C'est vrai qu'on reçoit, nous, par exemple, ici, Arrêt sur Image, beaucoup de courriers, Arrêt sur Image, Arte, ça... Oui, c'est ça, oui. Alors, sur le rapport au public... Ça prouve qu'il y a une certaine homogénéité, finalement, et que finalement, les gens s'en fichent, quoi. Ce qu'ils regardent, c'est ce qui est sur l'écran quand il appuie sur le bouton. Oui. Ah oui, au-delà du nom de la chaîne. Ouais. Au-delà du nom de la chaîne. Ouais. C'est le rapport au public, je disais, on a l'impression que vous êtes la seule chaîne à entretenir un rapport au public qui est très particulier, qui est le vôtre. Donc je voudrais tenter de donner un exemple. Alors ça, c'est une séquence qu'on a sélectionnée nous-mêmes. C'est un extrait d'une pièce de Repeat qui s'appelle Les Bacchantes, qui est passée sur Arte l'été dernier. On en a choisi un court passage. Griffen dieses Tier mit bloßer Hand. Am Streuten zerstückelt seine Glieder hier und dort. Wo ist mein Vater? Der Ehrwürdige. Er komme her. Und Pentheus, wo ist der? Mein Sohn. Auf! Eine Leiter! Soll hinaufgehen, an dem Hause steigen und an den Triglyphen dieses Löwen auf befestigen! Bon, on va passer une petite minute, on aurait pu en passer 5 minutes parce que le plan ne bouge pas pendant 5 minutes. Hein. C'est presque caricatural. Vous avez pris ce qui est le plus difficile. On aurait pu en trouver plein des comme ça. On a eu l'embarras du choix. Le théâtre allemand sous-titré, alors vraiment, on ne peut pas faire plus difficile. On a décidé de faire du théâtre Ça, c'est effectivement allemand sous-titré, du théâtre, on cumule les handicaps. Est-ce que, par exemple, on n'aurait pas pu imaginer, je ne sais pas moi, que la caméra se rapproche, s'éloigne des valeurs de plan? Non, à vous dites non. On n'est pas réalisateur. Non, c'est ça. On n'est pas touché au travail du réalisateur allemand. Oui, c'est un point de vue artistique. Je sais que c'est un sacrilège. Non, mais c'est un point de vue artistique. Le réalisateur. Je suis bêtement téléspectateur et je me dis par exemple que quand elle parle de la tête du lion qu'elle tient là, j'aimerais bien la voir, moi, la tête du lion. Un plan de coupe sur le lion. Voilà. Non, mais coupe sur le lion. C'est ce que vous auriez fait, vous. Ah oui. Oui, mais t'es pas réalisateur non plus. C'est vrai. Chacun son métier. Le problème n'est pas là. Où on choisit de faire du théâtre, ou on choisit de ne pas le faire. Si on choisit de faire du théâtre, il y en a forcément la moitié français, l'autre moitié allemand. À partir de ce moment-là, on fait confiance aux uns et aux autres. Mais ça, c'est du théâtre à la télévision. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Alors, parlons du théâtre à la télévision. C'est le problème-là. Oui. Moi, je crois qu'il faut, enfin, en tout cas, nous, c'est notre vocation. Il faut qu'on continue à faire du théâtre à la télévision. On l'a fait sur la 5e, d'ailleurs, avec toute la série des Molières à la fin de l'année. Bon, alors, à ce moment-là, on ouvre aussi aux autres théâtres européens. Et c'est très difficile, parce qu'on ne peut pas doubler le théâtre. C'est le seul genre qu'on ne puisse pas doubler. On peut doubler le cinéma, la fiction, le documentaire et le bof. Le théâtre, on ne peut pas. Même l'opéra en sous-titres. Alors évidemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. Donc on sait très bien que c'est très difficile. On continue quand même parce qu'on estime que c'est notre mission. Et en vous refusant la facilité de faire des plans de coupe sur la tête du lion. Mais non, mais c'est le choix du réalisateur. Il y a un réalisateur qui choisit de le faire en arrière, avec comme ça une vision par rapport auquel le PD... C'est plus ou moins réussi. Non mais moi j'ai aucun pouvoir là-dessus. Ah bon? Non, aucun, absolument aucun. Je vais pas et il n'y a pas des moments où vous auriez souhaité en avoir Non, mais d'abord, le directeur des programmes peut éventuellement en avoir par relation interposée, parce que notre système est compliqué. Mais moi, je ne vais pas commencer à intervenir pour dire qu'il faut faire des plans de coupe. Je ne savais pas comment il l'avait tourné, je n'ai absolument pas assisté au tournage. Je sais simplement qu'il y a un certain nombre de pièces. Je donne mon avis, quand on me le demande la plupart du temps, sur le théâtre. Ça, bien sûr, c'est le travail du réalisateur. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que cette attitude, là, se refaire des plans de coupe, traduit une espèce d'orgueil par rapport au téléspectateur qui est de se dire on va rien faire pour lui faciliter les choses. Là vous voyez des intentions là où il n'y en a pas. On ne cherche pas du tout à se compliquer la vie par rapport aux téléspectateurs, à être orgueilleux par rapport aux téléspectateurs. On cherche à faire notre métier le mieux du monde possible, c'est-à-dire à rendre accessibles des choses qui ne sont pas forcément vues sur d'autres chaînes, comme on le disait tout à l'heure à propos de Corpus Christi. Bon, ça c'est ça qu'on cherche. Marc Tessier ? Non mais là vous avez montré, j'imagine,
à bon escient ou à mauvais escient. Vous avez montré une image tout à fait caricaturale. Il faut bien voir que quand on regarde la télévision allemande, auquel sont habitués les Allemands, le concept du déclamatoire, de l'affirmatif, des plans qui sont des plans fixes, est beaucoup plus familier aux Allemands. Oui, sauf que ça passe en France aussi. Oui, bien sûr, mais c'est l'inconvénient et en même temps le pari d'une télévision européenne. Il faut l'accepter. Ou on l'accepte ou on le refuse. Peut-être pas dans un exemple aussi extrême, qui effectivement, je pense, est difficile, mais de manière générale. D'accord. Alors, on va en venir à vous. On joue le jeu ou on ne joue pas le jeu. Si on joue le jeu, il faut l'accepter. D'accord. Ce que je ne voudrais plus jamais voir sur ma chaîne, donc vous avez choisi un match de foot un peu spécial. On regardait tranquillement Lotz Monaco, quand soudain... Bon, ça compte bien. Léonard, frappe de Léonard, cadré, ça y est, cadre. Et maintenant, il va ajouter la précision. Il a resitué sa frappe. Voilà, un coup c'est pour la force, le deuxième c'est pour c'est pour la précision, et troisième c'est pour les buts. Ça pouvait arriver et ça vient d'arriver. Non seulement le son se détériorait au fur et à mesure, j'espère que vous n'avez pas touché à votre téléviseur, on avait un son cathédral, comme l'on peut dire dans notre métier, c'est-à-dire un son avec beaucoup d'amplitude. Et là, le faisceau vient de se rompre. Alors, si vous nous rejoignez sur France 2 pour un véritable événement à la télévision, malheureusement c'est un événement apparemment négatif, pour la première fois dans l'histoire de la télé, un match est interrompu apparemment pour des problèmes de droit de télévision, de droit de sport. Alors, une histoire extrêmement embrouillée, mais si j'ai bien compris, les négociateurs de France Télévisions n'avaient pas négocié avec les vrais détenteurs des droits de ce match. Si. Ah bon, la question d'ailleurs est devant les tribunaux. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a le problème? On avait négocié avec un intermédiaire détenteur des droits, et puis la télévision polonaise, une télévision polonaise plutôt, a estimé les avoirs, et sans aucun préavis, pendant le match, a coupé et s'est refusé ensuite à toute explication. Si bien que vous avez vu Gérard Rolls essayer d'expliquer d'abord qu'il y avait eu un problème technique, ce qui était objectivement vrai puisque le signal avait été coupé, mais en fait, essayant désespérément d'avoir une information dans le stade, n'y parvenant pas, et pour en définitive nous trouver dans l'obligation de tout couper. Bon, mais alors ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est pas lié au fait que vous ayez essayé d'aller chasser sur ce qui est quand même la chasse gardée de nos deux camarades ici présents, Pierre Lescure et Étienne Moujotte, c'est-à-dire le foot, qui je t'avais prévenu. Très franchement, nous sommes. Je vous rappelle que nous sortions de la Coupe du Monde. Oui, nous ne chassions que sur nos propres terres pendant la Coupe du Monde, et en partenariat avec TF1. Et nous avons également, nous allons chasser là aussi sur nos propres terres avec l'Eurofoot. Non, le football fait partie aussi de l'histoire et du présent de la télévision publique. Les grands matchs de toutes les grandes compétitions sur Canal ou sur TF1. Moi, je rappelle juste sur la télévision payante, mais Pierre répondra sur la télévision payante. Nous diffusons l'équipe de France et la Champions League, et puis il y a un certain nombre de matchs sur la 2. Donc il n'y avait pas ni la volonté de la 2 d'aller prendre les droits de TF1, ni de TF1. Et pourquoi ça ne vous arrive jamais à vous, ce genre d'avatar? Je crois que ça nous est arrivé une fois. Ça arrive très rarement. Compte tenu du nombre de matchs diffusés, ça arrive très rarement, et Dieu merci. Ça arrive très rarement que quelqu'un décide de couper un signal sans aucune autorisation, au prétexte qu'il estime, sans proprio motu, qu'il détient des droits sur un coup de téléphone qu'il a reçu. Quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, c'est des amateurs France 2, ça ne m'étonne pas? Ou vous avez dit, ça aurait pu m'arriver à moi aussi? Ça aurait pu nous arriver. Marc a raison de dire que les droits avaient été négociés avec un intermédiaire qui pensait juridiquement, et les tribunaux trancheront, avoir les droits, mais on est, dans un certain nombre de pays, notamment à l'est du Rio Grande, on est quand même dans des zones de quasi-non-droit, où d'autres intermédiaires viennent surenchérir et en fait ont essayé... À l'est du Rio Grande, je veux dire, dans les pays de l'Est, il y a énormément à l'est de la ligne d'Erneiss, il y a énormément d'intermédiaires absolument, qui n'ont pas pignon sur rue et qui essaient, auprès de présidents de clubs, en l'occurrence c'était un club polonais, de leur proposer des bakchiches, et c'est ce dont a été victime. Mais ça aurait pu arriver à tout le monde. Le métier d'une chaîne de télé négociatrice de droits de matchs de foot, ça ne consiste pas à repérer justement les bons intermédiaires, les bonnes filières. C'est ce que j'ai voulu montrer. Si vous voulez, non seulement, c'est tout à fait exceptionnel qu'on ait une issue aussi malheureuse, mais il faut savoir que dans les jours qui précèdent un match, le problème des droits est très souvent posé avec des difficultés de dernière minute qui peuvent conduire la direction de l'antenne à déprogrammer le match
ou en tout cas à modifier la programmation dans des conditions qui deviennent aujourd'hui de plus en plus difficiles. Donc on a vraiment dans ce domaine du sport un intérêt à ce que les choses se clarifient un petit peu. La surenchère ne nous est pas toujours favorable. Puisqu'on a dit qu'on se disait tout pour votre 200e anniversaire, je me souviens en même temps, Marc, qu'à ce moment-là, à cette époque-là, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, on savait que l'intermédiaire et le club en question et la chaîne de télé risquaient de vous couper le signal si vous n'acceptiez pas cette surenchère totalement exorbitante. Enfin, la télévision... donc vous avez engagé la diffusion, mais vous saviez au moment du début du match qu'il y avait un fort risque que le signal soit coupé. Oui, plus précisément, Pierre, les mots justes comptent, qu'il y avait eu une demande de bakchich avant, qui avait été refusée. Absolument. De là à penser que cette pratique ayant été refusée, on avait un risque d'être coupé. Dans des conditions identiques, vous auriez accepté de payer le bakchich? Je sais pas non, je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un bakchich. Moi, j'essaye toujours... Ça, jamais non, moi, j'essaye toujours de traiter... Jamais verser de bakchich aux intermédiaires? Attendez, Daniel Schneiderman. Dans les droits que nous achetons, nous traitons avec les représentants des organismes qui vendent ces droits. C'est le cas de la Champions League. Donc voilà. J'aime pas beaucoup, moi, ces idées de termes de bakchich. Enfin... C'est vrai, de TF1, c'est vrai, mais c'est pas du bakchich. C'est pas du bakchich. Vous avez des détenteurs de droits qui disent, si vous voulez match, il faut payer ça en plus. Vous payez ou vous ne payez pas. C'est pas de l'argent qui circule sous la table. Non mais, c'est pas de l'argent qui circule. Non, soyons c'est pas un raccourci journalistique. Oui, c'est un... Non, très peu journalistique, au contraire. Anti-journalistique. Qui n'était pas approprié. Il y a des batailles d'intermédiaires, notamment dans des zones où le marché est très peu organisé et où les contrats ne sont pas aussi bordés juridiquement. C'est pour ça que j'espère bien que France 2 va obtenir réparation juridiquement. Et toujours dans les anciens pays de l'Est. C'est là que ça se passe. Alors j'espère qu'un jour, ça se passera autrement. Qu'est-ce que vous auriez voulu ne jamais voir sur votre chaîne, sur Canal+, c'est nulle part ailleurs. Il y a 2 ans, Guillaume Durand reçoit le comédien américain Robert De Niro, qui vient d'être convoqué un peu rudement par un juge d'instruction parisien pour être entendu comme témoin dans une affaire de pédophilie. Et il se passe ceci. Non, pas de pédophilie. Ah, de réseau de prostitution. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vais vous dire une chose, franchement, ça m'arrive assez rarement, mais j'ai le trac. Et je sais que vous êtes timide. Et si en fait les gens ont réagi comme ça, parce qu'ils ont l'impression en France qu'ils sont assez mal comportés avec vous ces derniers temps. Alors on va parler de cinéma ce soir, parce qu'on vous aime énormément, et je tenais à vous le dire en face, puisque vous avez été mal reçu chez nous. Et je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, parce que vous avez donné une longue interview du Monde pour parler de ça. Est-ce que vous voulez définitivement quitter la France, comme vous dites dans le Monde, ou est-ce que c'est un coup de colère? Est-ce que vous voulez vraiment rendre cette Légion d'honneur que le gouvernement de Jacques Chirac vous a donnée l'année dernière? Et au fond, est-ce que vous satisferiez des excuses du juge? Je ne sais pas si le juge serait prêt à présenter ses excuses. J'aimerais bien qu'il le fasse. Bon séjour en France, et tâchez quand même de rester et de revenir, et de ne pas nous quitter sur une atmosphère aussi pénible. Alors, je dois avouer que ce jour-là, beaucoup de spectateurs sont tombés de leur fauteuil en voyant ça. Je suis heureux d'apprendre que vous aussi. Est-ce que c'est ce jour-là que vous êtes dit, Durand, c'est fini, c'est plus possible, ça ne peut plus durer? Non, je ne me suis pas dit ça ce jour-là. Disons qu'étant donné qu'on a beaucoup parlé de nos relations avec Durand au début du mois, je me disais que aujourd'hui que cette émission est proposée, à laquelle vous me proposez de participer, je rappelle qu'au-delà de tout ce qui entoure le départ de Durand, tout ce qu'il y a de passionnel, tout ce qu'il y a de brûlot dans son bouquin, il y avait aussi une décision qui faisait qu'à l'antenne, on n'était pas toujours satisfait du type de conversation, plus que d'interview, qui nous était proposée chaque soir. Je trouve que sur ce sujet-là, par exemple, je ne vois pas très bien où était la qualité du travail délivré. Et pour moi, c'était symbolique d'un désaccord qui allait s'approfondissant entre Guillaume et Alain de Greff, qui n'est peut-être pas le meilleur des DRH, mais qui est un superbe directeur des programmes. Alors, nos lycéens connaissent et regardent aussi Canal+, et l'image qui s'en font nous a paru surprenante. Moi, ce que j'aime bien sur Canal+, c'est que il y a toutes les nouveautés du cinéma qui passent 2 semaines après la sortie du film. Enfin, pas 2 semaines. Une façon de parler. C'est cher. C'est quand même cher, je sais pas. Pour regarder des films. C'est la chaîne du business. C'est qu'ils achètent les films
et il les rediffuse directement. C'est que c'est plutôt américain. C'est basé sur l'argent. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous nous dites là, ressentir comme une gaffe de Durand, comme une mauvaise interview? Est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, le système Canal+ poussé à l'extrême? C'est-à-dire l'impossibilité de critiquer le cinéma et tous ceux qui font le cinéma, à commencer par les comédiens, à commencer par Robert De Niro, puisque c'est le cinéma qui fait vivre Canal+. Est-ce que Durand, là, bon d'accord, maladroitement, mais est-ce qu'il ne pousse pas la logique de votre chaîne à l'extrême? Non, je pense que là, c'était vraiment un rapport de Guillaume à De Niro et l'émotion ressentie devant le traitement qui était fait à son ami De Niro. Et on n'était donc plus dans l'interview normale d'un De Niro, dans une passe difficile, mais enfin bref, on n'était pas tout à fait dans le traitement journalistique que j'avais envie d'attendre sur Canal. Ce qui me fait sourire en entendant ces jeunes gens du lycée Hélène Boucher de Tremblay-les-Gonesse, c'est que, bah oui, c'est cher. C'est cher, Canal, pour cette jeune femme, pour cette jeune fille qui, je ne sais pas déjà comment elle paye ses études, enfin bref, c'est cher. Et alors, ce qu'ils appellent le business... Qu'est-ce que vous répondez quand ils disent c'est cher? Que j'ai le sentiment qu'à partir du moment, puisqu'il parle de business, que le coût de programme de Canal doit être de 3,5 milliards, que le prix de 181 francs, 183 je crois maintenant, n'est pas un prix exorbitant. Ce qui est drôle, quand il parle de business, le jeune homme qui dit ça derrière la première intervenante, il parle de business, il dit, vous comprenez, ils font quoi? Ils achètent des films, puis après ils nous les rediffusent et ils nous les font payer. C'est le principe de la télévision payante. C'est-à-dire qu'on vous propose des choses qu'on a achetées, mais ça, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Ils appellent ça du business, c'est du commerce. Ils trouvent ça cher. Oui, mais enfin, il y a 4,5 millions de familles. Sur les 4,5 millions de familles, vous savez que ce n'est pas que des gens qui payent l'impôt sur la fortune. Sur les 4,5 millions de familles, il y a énormément de familles. Il y a l'immense majorité des familles, et Marc, qui était avec moi au début, sait bien que les premiers et le gros des troupes qui s'abonnent sont des gens qui n'ont pas toujours les moyens, parce qu'ils ont 2, 3 enfants, d'emmener tout le monde au cinéma, tout le monde au foot, tout le monde à un certain nombre d'événements. Ils ont fait leur règle de 3, ils font venir à la maison, à travers l'abonnement mensuel, ils font venir ces événements à la maison. À propos des rapports de Canal+ et du cinéma, est-ce qu'il est exact, comme ça a été écrit et comme je crois Carl Zéro l'a dit lui-même, qu'il a eu interdiction à partir du moment où il a commencé le vrai journal d'enquêter sur le foot et sur le cinéma? Tout ce qu'il voulait, la politique, les fausses factures, les sans-papiers, tout ce qu'il voulait, mais pas le foot et pas le cinéma. C'est absolument faux, il l'a redit depuis. Mais alors pourquoi il ne le fait jamais? Pourquoi il n'y a jamais d'enquête sur le cinéma ou sur le foot dans le vrai journal? Alors, dites-moi par exemple les affaires de cinéma que vous connaissez et qu'on n'a pas traitées. Non, il y a plein de choses à raconter sur le cinéma, sur les coulisses du cinéma. C'est autre chose. Il y a un journal du cinéma. Il y a un certain nombre de soirées spéciales que nous consacrons au cinéma. Mais enfin, Carl Zéro a, dans son approche éditoriale, plus envie de chercher des choses qui, sans être forcément sulfureuses, vont défrayer la chronique. Qu'est-ce qui, dans l'économie du cinéma aujourd'hui, dans la vie industrielle et artistique du cinéma, quelle est l'affaire que nous n'ayons pas traitée de peur de choquer le cinéma? Reste... plein, je veux dire. Non, mais par exemple, j'en sais rien, moi, c'est pas une affaire, mais par exemple, la récente polémique entre les critiques et les réalisateurs n'a pas eu d'écho dans le vrai journal de Carl Zéro, par exemple. Non, mais enfin, en revanche, on a invité sur le plateau de Nulle part ailleurs, et des critiques, et Patrice Lecomte, et l'ensemble des gens qui sont venus s'expliquer. Et sur le foot, pareil. Sur le foot, aussi bien... Je ne vois pas quel type d'interdiction. On a traité l'affaire. On parlait des intermédiaires, on parlait des bacs chiches, même si le mot était malheureux. Enfin, ça, franchement, sur le foot business, si on voulait enquêter... On verra si les nouvelles émissions qu'on est en train de lancer s'interdisent, les nouvelles émissions d'investigation s'interdisent de traiter des problèmes économiques et contractuels du football. Mais vous leur dites, allez-y. Non, mais j'ai jamais dit n'allez pas sur quoi que ce soit. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Il y a une chose que vous demandez, je dis vous, enfin en général, vous voudriez que les journaux, les magazines soient exhaustifs, c'est-à-dire que tous les sujets soient traités. Et lorsqu'un sujet n'est pas traité, vous voyez tout de suite une raison obscure. Dites-vous bien que souvent, quand vous avez un magazine ou quand vous avez une émission de débat, il y a des sujets que vous n'abordez pas, simplement parce qu'il n'y a pas l'occasion de les aborder. Ne voyez pas partout le complot. Non, bien sûr.
Non, mais et en plus, j'ajouterais... Il y a souvent, mais je comprends d'ailleurs, il y a souvent cette idée qu'il faudrait être exhaustif. Et moi, j'entends souvent dire, par exemple, vous n'avez pas de magazine sur les sciences. Voilà un bon reproche fait à TF1. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé une manière de le faire. Eh bien, j'essaye. Bon, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté qu'il n'y ait pas de magazine sur les sciences. C'est dommage. Mais l'exhaustivité... C'est pas l'exemple qui me serait venu. Hein. Bon, il nous est arrivé ici plusieurs fois, puisque vous en parlez, par exemple, de nous étonner que le grand mouvement de contestation des Lyonnais, il y a 2 ou 3 ans, contre la bretelle autoroutière Théo. Vous savez, la bretelle autoroutière à péage qui traversait Lyon et dont le péage était jugé trop cher. Ce grand mouvement qui a recueilli 100 000 signatures d'une pétition n'a jamais été traité dans le journal de TF1. Et on s'est demandé si par hasard, c'était pas parce que Bouygues en était le positionnaire. C'est la même chose, je vais vous répondre, c'est le même type, je dirais, je mets des guillemets, non, de procès. C'est la même idée. Canal ne peut pas parler du foot parce qu'il a des accords avec le foot. TF1 ne pourrait pas parler de l'affaire de l'autoroute de Lyon parce que c'est Bouygues qui en a construit une partie. Mais c'est vrai. Mais non, je vais vous dire, Daniel Schneiderman, mais non. Mais si. On en a parlé, et d'autre part... Quand la concession a été annulée, quand la concession a été annulée... Mais non, c'est une forme d'insulte que vous faites aux journalistes de nos maisons. Si vous croyez, Daniel Schneiderman, que Pierre Lescure, ou que Marc, ou que Jérôme, ou que moi, je peux descendre à la rédaction et dire, attention, ce sujet-là, il est interdit. Mais vous connaissez bien les journalistes, Daniel Schneiderman. Il suffirait de leur dire ça pour qu'immédiatement il y ait un sujet. Ce n'est pas la raison pour laquelle on ne le fait pas, mais vous savez comment réagit une rédaction? Elle est par nature, à juste titre, vigilante sur les sujets où on pourrait penser qu'elle pourrait être timide. Il faut le comprendre, ça. D'accord. Non, mais bon... Puisqu'on a dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Allons-y, enquêtons. C'est ce qu'on fait là en direct, là, en ce moment. Mais vous supposez qu'on aurait un pouvoir, finalement, de censure sur certains sujets qui peuvent gêner, et qu'on empêcherait. Comme le dit Étienne, on ne peut plus faire ça. Parce que si nous, on ne le fait pas, de toute façon, ça sera fait ailleurs, et les journalistes, ils trouveront toujours quelqu'un avec qui travailler. Donc c'est impossible de faire ça. On peut ensuite discuter sur la façon dont on le fait, quel rythme, quel format, quand, etc. Mais sur le contenu, non, c'est vrai, ça, je le reconnais, parce qu'on enquête chaque semaine sur ce type d'affaires, et donc on sait bien que les cas de censure, au sens où on l'entendait dans les années 60, sont devenus extrêmement rares. Daniel, je vais prendre un exemple. Est-ce que j'ai le moindre contrôle sur vous? Est-ce que j'ai le moindre contrôle sur vous, en tant que président de la 5e? Est-ce que j'ai pu vous empêcher un jour de faire un sujet qui vous tenait à cœur? Et si je l'avais fait, parfois ça m'a agacé. Mais si je l'avais fait, est-ce que vous m'auriez pas dit, mais attendez, etc. Et le lendemain, j'aurais un article dans Le Monde ou dans je sais pas quoi, etc. Et donc j'aurais été le premier clou au pilori. Donc j'ai pas le pouvoir. Il y aurait eu un article, mais je pense que je vous aurais effectivement répondu à ce que je souhaitais vous répondre. Pour terminer sur ce débat, nous serions quand même bien maladroits. Pardon ? Parce que quand on voit le nombre de sujets traitant d'affaires qui sont abordés par la télévision aujourd'hui, et toutes les bonnes raisons que nous aurions de ne pas vouloir les traiter, puisque vous faites référence à ces bonnes raisons qui sont supposées implicites, ces sujets ne viendraient jamais. Rappelez-vous la couverture du dopage pendant l'avant-dernier Tour de France. Bon, ben voilà. Si on avait vraiment... Par le service de l'information générale de la rédaction de France 2. Oui, dans l'intérêt financier de nos chaînes et des émissions, on aurait essayé de minimiser l'événement de dopage. Non, mais attendez, allons au fond de ce sujet. C'est un sujet dont... Allons au fond. Quel est le problème que ce soit tel service, en l'occurrence l'information générale, qui traite le sujet? C'est normal. Les chroniqueurs sportifs, ils sont là pour décrire les matchs. Ils ne vont pas en plus aller enquêter sur des gens qui s'interviewent. Ce n'était pas des matchs, c'était le Tour de France. Et c'est vrai que le spectateur... Non, mais c'était courageux. C'était courageux. Ce que je voulais simplement... De la part des journalistes. Si vous voulez. Et donc, ils sont en train de couvrir un événement sportif. Le dopage est important. Ils savent très bien que le public va être divisé en deux, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, qu'une partie de leur public ne va pas les suivre sur ce sujet, et pourtant ils font le sujet. Donc ils s'attaquent, d'après votre analyse, à la fois à des intérêts économiques et à l'opinion d'une partie du public. Certains des journalistes ont été hués par le public à l'arrivée des étapes du Tour de France pour les interventions qu'ils avaient fait la veille. Pourtant, ils ont fait. Donc prenons les exemples dans les deux sens. Non, c'est tout à fait. Simplement, le sentiment des
téléspectateur à ce moment-là était quand même un tout petit peu schizophrène, puisqu'on regardait le compte-rendu de l'épreuve, commenté par les chroniqueurs cyclistes, on avait l'impression qu'il ne se passait rien, que tout allait bien, que c'était le plus beau Tour de France du monde. Et puis au JT, badaboum, les poubelles, les boîtes de médicaments. Au JT, je me souviens dans l'émission d'après-tour, comment elle s'appelle l'émission d'après-tour? Il y avait dans cette Tour, où il y avait un duplex avec le coureur qui a été pratiquement exclu par le peloton parce qu'il passait pour le coureur propre, j'oublie son nom, et il y avait un duplex avec lui, alors qu'il y avait devant le podium de France Télévisions et du Tour de France, le type était sifflé par la foule qui voulait avoir les champions, qui voulait avoir le truc, et les journalistes de France Télévisions, aussi bien journalistes d'information générale que les journalistes sportifs, ont continué l'interview jusqu'au bout. Bien sûr, c'est une situation... Très bien, on va peut-être pas... Je constate que ce plateau ne s'est jamais tant animé que depuis qu'on a prononcé le mot censure. Ouais. Oui, c'est important parce que ce même cycliste, là récemment, vient de recevoir par ses coéquipiers une lettre de ses coéquipiers, une lettre disant qu'il n'aurait pas le droit à partager les primes du dernier Tour de France. Hein, et il y a eu un sujet dans Stade 2 sur ce refus de ses coéquipiers de lui voir octroyer ses primes. Donc vous voyez, je ne crois pas qu'il y ait véritablement une autocensure économique. Alors, on va continuer sur ce sujet de censure ou d'autocensure ou de presque censure à travers l'exemple que vous avez choisi de séquences sur TF1 et que vous auriez préféré ne jamais voir. Alors, ça met en scène un animateur qui s'appelle Patrick Sébastien, que le public connaît bien, à l'époque où il animait une émission qui s'appelait Osons. Et un soir, Osons avait osé ça. Les bronchés, les marrons, qu'on tolère et qui restent, qui vous prennent pour des cons, et puis qui vous détestent. Les magasins brûlés à la moindre colère, entre des jeunes usés et des vieux qui laissent faire. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et ces salauds qui buggent la couleur de l'amour. Et les journaux qui traînent dans la boue, mes amis, ça me fout tellement la haine que ça me réveille la nuit, car c'est du noir. Cassez du noir, cassez du noir, cassez du noir, à vous les amis. Cassez du noir, cassez du noir. Alors, il faut décrypter un tout petit peu. Ça, c'est Patrick Sébastien, grimé en Le Pen, qui pastiche une chanson de Bruel qui s'appelle Casser la voix sur le thème Casser du noir, donc avec des paroles extrêmement racistes. Alors, pourquoi je ne voudrais pas le revoir? Parce que je suis responsable du fait que cette séquence a été diffusée. Et donc, j'ai fait deux erreurs, parce que j'ai analysé après. La première, c'est que j'ai fait passer le droit des auteurs avant la responsabilité du diffuseur. Et comme l'émission était enregistrée, j'avais la possibilité de couper la séquence, je ne l'ai pas fait. Vous l'avez vu avant diffusion? Je l'ai vu le samedi dans la matinée, et c'était diffusé le samedi soir, j'avais parfaitement le temps de la couper. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas prendre conscience que la parodie, l'humour, a ses limites et qu'il y a des sujets, et en particulier celui-là qui porte sur le racisme, qui est un sujet très, très lourd, très, très important, ne justifie pas qu'il puisse être traité de cette manière. Je me suis trompé. Je veux dire d'ailleurs que dans cette affaire, je veux exonérer Sébastien, parce que on peut lui faire des reproches à Sébastien, il est tout sauf raciste. Donc il n'y avait aucune volonté de sa part, et encore moins de la mienne ou de la chaîne, d'avoir, par cette séquence, d'encourager je ne sais quel racisme. Au contraire, l'idée était de le dénoncer. Mais c'était une erreur. Et quand vous l'avez visionné, il ne vous a pas sauté aux yeux, que tout au contraire de le dénoncer... Attendez. C'était dans une émission qui faisait 2 heures. Quand on la regarde après, 5 ans après avoir bien réfléchi, après avoir discuté longuement de ce sujet, alors il est clair que c'était une erreur. Quand vous êtes dans l'action et que vous vous dites, il faut que je coupe, naturellement, lui ne voulait pas couper, c'est normal, il l'avait fait. Vous vous posez beaucoup de questions et puis à un moment donné, vous prenez la mauvaise décision. C'était une mauvaise décision. J'en ai tiré quelques leçons. Je pense que tout ne ressortit pas de l'humour et qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit de se livrer à des parodies de ce type. Je crois d'ailleurs que Patrick a la même analyse, et vous verrez d'ailleurs, et vous le voyez d'ailleurs, qu'il fait aujourd'hui des émissions très différentes, qui ont d'ailleurs un vrai succès chez mon concurrent. Donc j'exonère Patrick Sébastien, et je dis, dans cette affaire, le responsable, c'est moi. J'ai essayé d'en tirer les leçons après.
Très bien. Alors, qu'est-ce que je voudrais plus jamais voir à la télévision en général, ailleurs que chez moi? Bon, vous avez répondu au début de l'émission avec les esquives des hommes politiques. Alors, je dois dire que vos 3 réponses se ressemblent étrangement. Je dois bien l'avouer, c'est pas les mêmes émissions. Alors, j'en sais rien, ça c'est l'enquête qui le dira. Ça, je ne sais pas si vous êtes téléphoné avant. Alors, vous, ce que vous voudriez plus jamais voir à la télévision, vous m'avez spontanément mentionné l'émission de Nagui, N'oublie pas votre brosse à dents, qui passait il y a quelques années sur France 2. On va en voir quelques images rapides pour ne pas prêter le flanc à l'accusation de voyeurisme. Alors c'est une émission dans laquelle les candidats et les candidates, on leur promettait des lots mirobolants, de l'argent, des voyages, des maisons, en échange de quoi ils devaient faire des striptease sur le plateau et toutes sortes d'activités aussi spectaculaire. Marc Tessier, alors vous m'avez cité une émission de la télévision étrangère, la télévision italienne, oui. Canale 5, dont on voit ici l'image. Donc il y a 4 personnages, 2 en bas à gauche et 2 au centre de l'écran. C'est qui? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Alors vous avez le mari qui est là avec une jeune femme. Ça c'est les grands, c'est ceux qu'on voit en grand, des 2 grands, qui est en train d'essayer de le séduire. Et le présentateur de l'émission est avec l'épouse du mari qui observe si le mari se laisse séduire. Et au dernier moment, le rideau va se lever et le mari verra que son épouse a assisté à la totalité de la scène, qui a évidemment été enregistrée préalablement. Voilà. Je trouve que c'est le genre d'émission tout à fait indigne, dans lequel vous voyez la figure d'une femme en train de regarder son mari et se posant la question de savoir si son mari va la tromper. Je pense qu'il y a une limite. On parlait de là, elle se doute qu'effectivement il va se passer quelque chose. C'est mal parti. Étienne Moujotte, vous m'avez cité Big Brother, cette émission de la télévision néerlandaise récemment diffusée. Alors c'est pareil, on va en voir quelques images rapides. Est-ce que vous pouvez nous décrire le concept de cette émission? Alors, ces gens autour de cette table. C'est un concept extrêmement original. C'est-à-dire que les producteurs ont pris un certain nombre de garçons et de filles volontaires qu'ils ont enfermés pendant 4 mois avec des caméras qui tournaient en permanence. Et toutes les semaines, les téléspectateurs de la chaîne en Hollande avaient droit au best-of, au meilleur, comme on dit, de la semaine. Et on voyait des images de ce type. Voilà, on voit, Alors les moments de l'intimité la plus intime. Hein, oui, on en a... Rien n'est épargné. Alors bon, sur celle-là, Big Brother, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que ces images ne doivent jamais être vues à la télévision française et qu'une émission de ce type ne doit pas y avoir sa place. On les voit sur Internet maintenant, puisqu'il y a des caméras dans les appartements qui montrent avec l'exhibitionnisme. Le sujet public. Heureusement. Le sujet particulier est là une théâtralisation de la vie privée. C'est-à-dire qu'on prend des gens et pendant N semaines, 2 mois et demi, 3 mois, on les filme en permanence. Je ne crois pas que ce soit de la télévision telle que nous devons l'envisager. Et le problème de la télévision du réel est autre chose. C'est pas la caméra cachée. Hein, tout est scénarisé, simulé. On crée la situation dans laquelle on pense que les gens vont commettre quelque chose qu'ils ne commettraient peut-être pas dans la vie normale ou dans leur vie quotidienne. Et on essaie de créer cet incident pour ensuite... créer un événement médiatique. Alors vous êtes tous d'accord tous les 4 pour dire qu'on ne doit jamais voir ça à la télévision française. N'empêche que nous on a regardé la télévision attentivement depuis quelques semaines, depuis que cette émission existe en Hollande. Et alors on s'aperçoit que ces images ont été très souvent vues sur de nombreuses chaînes de télévision. Alors on va en faire un petit... alors là on les a vues chez vous, Marc Tessier, dans l'émission de Christine Bravo, Union Libre, mais c'est normal, c'est une émission où on parle de l'Europe, donc c'était pour parler de l'Europe. On les a vues chez Paul Amar aussi, mais c'était normal, hein, c'est un magazine où on informe sur la société, donc là on informait sur la société. On les a vus chez vous, chez TV+, mais c'est normal, c'est une émission sur la télévision, TV+. Donc et vous voilà, on les voit pour la première fois chez Jérôme Clément, là maintenant, puisque nous les montrons ici à sur Image. Et sur TF1, on les a vus une fois à Drôle de Zapping. Et tiens, d'ailleurs, après, on les a revus chez Guillaume Durand. Mais il y avait même une des participantes chez Durand qui a expliqué, et qui d'ailleurs, à mon avis, a été un peu injustement malmenée parce qu'on avait au bout du compte, en la voyant, l'idée que c'était une pauvre fille et rien d'autre. D'accord. La question c'était pas l'apologie de Big Brother. Je crois que la question que ça pose, c'est est-ce qu'on est d'accord pour transformer les téléspectateurs en voyeurs? Bon, c'est ça, alors mettre des caméras partout, etc. Donc je crois que on ne peut pas accepter ça, parce que sinon il n'y a plus de limites, ni au respect de la vie privée. Bon, toutes les émissions qu'on a montrées, un titre ou un autre, c'est d'avoir d'une vulgarité extrême. Ça fait appel aux sentiments quand même les plus
les moins intéressants. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours être dans la vertu la plus noble, mais enfin, il y a des limites, quoi. Et là, on a franchi les limites où on transforme le téléspectateur en voyeur. Ça, moi, j'ai dit non. D'accord. Alors, où les limites, à quel moment on les franchit, à quel moment on ne les franchit pas, c'est vrai que c'est une question intéressante. Il y a quelques années, quand nous avons commencé à Arrêt sur Image, il y avait un certain nombre d'émissions qui étaient à l'antenne sur votre chaîne, Étienne Moujotte, et dont la critique de télé, à propos desquelles la critique de télé était extrêmement violente, extrêmement réservée. Alors, on va en voir simplement un petit extrait, on aurait pu en choisir beaucoup, c'est nous qui l'avons choisi, de TF1 il y a 5 ans. Chez vous, ce n'est pas le moment de dormir, car nous allons accueillir Lolo Ferrari. Ne zappez pas dans un instant, Lolo Ferrari. Dans un instant, nous allons accueillir Lolo Ferrari, cette demoiselle, pourrait-on dire, qui a des seins énormes. Sur le plateau de Tout est possible, Lolo Ferrari. Alors vous avez fait le ménage, vous avez supprimé un certain... Ça n'est pas mon genre de beauté, Lolo Ferrari. On l'a bien compris, d'ailleurs, on la voit moins aujourd'hui sur TF1, il faut bien reconnaître. Non, juste une petite remarque sur le... Morandini parle 3 fois de Lolo Ferrari, mais c'est à 3 moments de l'émission. Il fait 3 fois la bande-annonce, avant chaque pub. Il ne fait pas la bande-annonce, il annonce ce qu'il va y avoir. Puis évidemment, il en fait le centre de l'émission. Et c'est vraiment le centre de l'émission. Alors ça, c'était TF1 avant. TF1 aujourd'hui, où sont les limites? Est-ce que les limites ont changé? Voilà la spéciale Saint-Valentin de Sans aucun doute. Nous donnerons la parole à Cyril et Céline. Alors là, il ne faut pas être jaloux. Cyril ne l'est pas, car Céline travaille dans le X. Bonsoir Céline. Bonsoir. Mademoiselle que vous voyez à l'écran est une star du X et que monsieur à côté est son partenaire. On parle de ça dans quelques instants. Vous avez un très joli décolleté, mademoiselle, je tenais à vous le dire. Quand on est actrice dans des films X, c'est pas évident d'avoir un compagnon parce qu'il faut qu'il accepte le fait. Il y a des scènes qui sont jouées, bien évidemment. Et il y a une vie sociale aussi à côté. Donc on vous retrouvera dans quelques instants tous les deux. Nous regardons maintenant le reportage de Camille Robio. Alors, je crois que ça nécessite un sérieux décryptage à propos des limites. Il est quelle heure, Daniel Schneiderman, quand ça passe, ça? Il est quelle heure? Il est tard. C'est en général réservé, effectivement, à la dernière partie des émissions de première partie de soirée. Hein, non, pas tout à fait. Il est 11h. Oui. Donc ça, alors, il faut pas... Non, je vous demande. Il faut censurer ça. Non, je vous demande. C'est moi qui vous pose la question, parce que c'est vous qui... Il faut censurer ça. Vous croyez que c'est absolument abominable, que c'est une sorte de crime absolu que de montrer une jeune femme qui fait du X à minuit sur une chaîne. C'est abominable, ça. Non, mais c'est simplement savoir où est la limite, puisque le décolleté de Lolo Ferrari, ça n'allait plus, on l'a enlevé de l'antenne, donc la contre-plongée sur les jambes de cette demoiselle... Il est minuit, on fait la Saint-Valentin, c'est une séquence de minuit. Quand il n'y a pas de plan de coupe, vous nous faites une histoire, il y a un plan de coupe. C'est pas une tête de lion. C'est pas une tête de lion. Je vais vous dire, si c'est ça, l'excès absolu... Eh bien, vous assumez. Celui-là, je l'assume. Vous en avez sûrement d'autres dans votre besace. On risquerait de prêter le flanc à l'accusation de voyeurisme. Mais jusque-là, ça ne me paraît pas absolument abominable. Très bien. Même si ce n'est pas un programme de 21h. Très bien. Qu'est-ce que je préfère sur une chaîne autre que ma chaîne? Alors, plusieurs choix très différents. Jérôme Clément, vous avez choisi un extrait de Feu, l'émission littéraire de France 3. Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie? Un reportage consacré à Feu, l'écrivain marseillais Jean-Claude Izzo. Jean-Claude Izzo a bourlingué aux 4 coins de la planète. Aujourd'hui, il pose ses valises au 13 rue Saltalamacchia. Ici, il attend une nouvelle aventure urbaine avec ses intrigues de quartier. J'ai peu de rapport avec Nice. Moi, je suis de Marseille. Bon, Marseille-Nice, c'est pas vraiment des villes amies. Alors ça, hors Arte, c'est l'émission que vous préférez? C'est une émission que je regardais beaucoup parce que je trouve que c'est très difficile de faire des émissions littéraires. C'est un genre qui se renouvelle difficilement. Enfin, on en a eu une bonne ici sur la 5e qui est droit d'auteur avec Frédéric Fernet. Mais je dois dire que c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, je cherche désespérément comment en faire une aussi sur Arte. J'y suis pas arrivé. Mais pourquoi pas avoir repris celle-là? Et je trouve... Parce qu'elle ne s'adapte pas à un système européen, donc ça ne fonctionne pas, on ne peut pas y arriver. Et je trouvais, par exemple, là j'avais vu ce reportage sur Izzo, qui m'a fait découvrir Izzo, que je ne connaissais pas, et je l'ai choisi parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, que je trouve un auteur formidable. Mais je trouve que c'est un genre original et que c'est une façon intéressante de développer à la fois des connaissances dans un rythme un peu différent. Donc j'appelle de mes voeux ce genre de choses, et je trouve que c'est un hommage que j'ai rendu d'ailleurs
à ceux qui l'ont fait et à ceux qui l'ont diffusé. D'accord. Émission préférée sur une chaîne autre que la mienne, votre choix Pierre Lescure, un numéro de 16 discute de Jean-Luc Delarue sur France 2, un numéro qui était consacré à des témoignages sur le viol, et notamment un moment très particulier de cette émission. Moi, j'ai senti qu'il allait être vraiment méchant quand il est rentré avec moi dans l'immeuble. Là, on se dit... Vous aviez accepté de le faire rentrer avec vous? Non, 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 je me suis dit, je lui ai dit simplement, je suis fatiguée, je rentre chez moi, donc au revoir, on sera amené à se revoir comme ça dans la rue. Et lui a retenu la porte et est entré. D'accord. Vous avez essayé de garder le contrôle? Vous avez essayé de discuter, de le calmer, de le raisonner? Oui, de le calmer, non, mais sur le moment, je me suis dit, il veut juste mon argent ou il veut seulement voler quelque chose. D'ailleurs, il a commencé par ça, voler l'argent, la carte orange, tout ça. J'étais complètement tétanisée, à ne pas pouvoir bouger, à trembler vraiment, des gros tremblements. Pendant toute la durée de cette agression. Ouais. Et une fois l'agression terminée, quels ont été vos premiers gestes? J'ai couru très vite chez moi, j'ai fermé à double tour et j'ai pleuré vraiment beaucoup. Je me suis vraiment lavée comme dans le téléfilm justement, énergiquement, avec vraiment une véritable envie de tout enlever. Pourquoi ce moment-là? Vous m'avez demandé l'émission que je trouvais la mieux ailleurs, et c'était Ça se discute, parce que j'ai rarement vu sur tout sujet, celui-là était particulièrement délicat, il pouvait basculer, il pouvait être empreint de voyeurisme éventuellement, mais sur ce sujet-là en particulier, comme sur beaucoup d'autres, je trouve qu'on a rarement atteint autant de qualité de témoins. Il y a un boulot qui est fait sur les témoignages. Sur le casting, si on peut dire, des témoins. Oui, si on veut, sur le casting des témoins, sur les appels à témoins. Il y a vraiment un casting qui est fait qui, sur tout sujet, des sujets de famille, de vie de société, ou des sujets très durs, très rudes comme celui-là, une qualité de témoignage qui fait la valeur de cette rare de cette émission. Émission préférée de Marc Tessier sur une autre chaîne que la sienne, ça parle encore de football, mais on n'est pas dans un match, on est dans la préparation, ou à la mi-temps je crois, on est à la mi-temps d'un match. C'est un préparation, c'est un extrait du documentaire de Stéphane Meunier, Les yeux dans les bleus. Nous on n'a pas rêvé, on a bossé. On a bien travaillé. On a été tout au long de ce stage extrêmement présent, avec un comportement de grande dignité. Alors ça serait dommage ce soir qu'on termine mal. On n'a pas à avoir, je dirais, de complexe face à cette équipe-là. On a, grâce à notre mental, on a toujours renversé des situations. Dans la douleur parfois, mais avec je dirais, avec un mental de toute épreuve. Pourquoi ce film? C'est le plus beau document qu'on puisse imaginer sur les lieux du stade pour les Français. Si on veut vraiment faire de la pédagogie au travers d'un communautaire, expliquer comment ça se passe et donner à aimer, je crois que ce documentaire y réussit parfaitement. En plus, j'ajoute simplement un mot, le sport, c'est aussi tout ce qui l'entoure. Et arriver à faire un reportage aussi sensible, je crois que c'est une sacrée gageure. Alors Étienne Oujotte, vous avez fluctué. C'est-à-dire, vous avez commencé à me dire, mon émission préférée, c'est Histoire parallèle de Marc Ferraud sur Arte. Bon, ben, j'ai dit, attends, c'est vrai que j'aime cette émission. J'étais étonné. Puis vous m'avez rappelé 3 jours après, vous m'avez dit, non, finalement, on va choisir autre chose. Je ne sais pas comment ça va être pris. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu honte de dire... Non, je vais vous dire, j'ai pensé que les gens se seraient dit, c'est démagogique, il va vers une émission... Non, c'est vrai que j'aime beaucoup l'émission de Ferraud, mais j'aimais aussi, parce que ça n'existe plus, autre chose, très différent. Alors, c'est un peu mon éclectisme, ça. Voilà, c'est votre schizophrénie à vous. Sûrement. Alors, c'est aussi sur Canal+, comme l'extrait de Marc Tessier. C'était sur Canal+, c'est un extrait des Nuls. Vous nous avez laissé toute latitude pour choisir l'extrait des Nuls qu'on souhaitait. Parce que j'adorais les Nuls. Je dis j'adorais parce que maintenant, ils font chacun leur carrière. Chabat, quelle carrière, Chantal Lobby, magnifique, Farougia, formidable. Malheureusement, Bruno Carrette n'est plus là. Et pour moi, c'est le souvenir des années 80, début 90, quand je regardais la télé avec mon fils qui avait 12 ans le samedi soir. Et alors, on en a trouvé un. C'est aussi simple que ça. On a trouvé un, on s'est dit, celui-là, il va vraiment lui plaire. On regarde. Bruno, parlez-nous du Z. Oui. Le Z, 26e lettre de l'alphabet, sert à noter la fricative dentale sonore et quelquefois dans des noms d'emprunt, les sons. En algèbre, symbole littéral désignant une troisième inconnue. En géométrie, la troisième coordonnée cartésienne. Et je préciserai qu'en maths, c'est aussi la désignation de l'ensemble des nombres entiers. Vous savez que c'est minable ce que vous faites là? C'est minable. L'enfoncer avec votre culture, je trouve ça minable. En plus, il n'est pas si con qu'on le dit. Dominique, vous avez lu Shakespeare? Non, c'est de qui? Bon. Z. Z comme zizi.
Zizi, nom masculin, terme qui désigne une bite sur TF1. Exemple, le catamaran Durex était attaché à la zizi d'amarrage. Roger Zabel. Z comme zigounette. Zigounette, nom féminin, terme qui désigne une bite sur antenne Z. Antenne 2, Chantal, c'est un Z. C'est un 2, pardon, c'est pas un Z. Excusez-moi, mais la connerie, je trouve ça contagieux. Exemple, voici le joli 3 pièces que j'azigounette. Michel Drucker à Dany Saval. Eh ben, tout le monde était servi, c'est ça, c'était formidable. C'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez jamais réussi à introduire ce type d'humour sur TF1, ce type d'humour qui est vraiment, je veux dire, on regarde ça, on se dit on est sur Canal+, quoi, et on se dit on peut être, si j'ose dire, nulle part ailleurs que sur Canal+. Ben, les nuls, c'est une époque, mais ils sont maintenant, si j'ose dire, séparément souvent là. On travaille beaucoup avec Farrugia. Quand on peut avoir Chantal Lobby dans une émission, dans une fiction, on la prend. Et puis Chabat, parfois c'est devenu un très grand réalisateur. Oui, et alors c'est vrai, puisque vous en parlez, c'est vrai que, je veux dire, bon, vous avez tous les deux choisi un extrait de Canal+, et c'est vrai que on a l'impression, quand on regarde le paysage audiovisuel d'aujourd'hui, que l'esprit Canal+, l'esprit des débuts Canal+, ou l'esprit encore actuel Canal+, c'est un peu répandu, c'est disséminé dans beaucoup d'émissions et dans beaucoup de chaînes de télévision actuelles. Il y a sans arrêt des émissions qui viennent de Canal+, par exemple chez Thierry Ardisson, chez vous, sur France 2. Il y a une fille, effectivement, juste avant le journal du 20h, c'est vrai, c'est l'esprit Canal+. Tout le PAF parle de Canal+. Alors, on n'a pas le temps de s'y appesantir, mais il y a une chaîne qui parle aussi beaucoup de Canal+, c'est Canal+. Hein, c'est même une de ses spécialités, c'est de parler de Canal+. Parfois, on en parle en bien, on raconte ce qu'il va y avoir sur Canal+, on reçoit les animateurs de Canal+, dans d'autres émissions de Canal+. Et parfois, ce qui fait votre spécificité, c'est qu'aussi, on en parle d'une manière extrêmement critique. Alors, je voudrais montrer 2 petits extraits de la manière dont les Guignols ont traité le lancement de votre filiale chaîne d'information continue, e-télévision. On va regarder. Dès dimanche matin, vous étiez sur place avec vos estafettes. Non, attention, c'est pas des estafettes, c'est des véhicules satellites. Oui, pardon, donc vous étiez les premiers. C'est-à-dire, oui et non. C'est-à-dire, comme les routes étaient coupées, les véhicules satellites pouvaient pas passer. Ah oui, c'est l'inconvénient avec les fourgonnettes. C'est pas des fourgonnettes, c'est des véhicules satellites. Il aurait fallu un hélico. Et vous n'en avez pas? Ah non. Du coup, les images, elles étaient pas sur e-télévision, elles étaient sur LCI. Et je t'emmerde. En même temps, dans LCI, il y a I. Ouais. Dans Nulle part ailleurs, il y a ailleurs. T'as pas envie d'aller voir, là? Mais comment on peut faire pour ça? Mettez-nous un canal. Alexandre de Voix, pourquoi il vient pas nous voir? Ouais, Joe, peut-être de faire un bon reportage sur C'est quoi ce bordel? Ah, l'équipe à e-télévision s'est fait voler la stafette. C'est pas une estafette, c'est un véhicule satellite. Ah, l'ont piqué quand même. C'est nos voleurs. Ils nous le rendent. Ah non, on a fourgonnette. Pas une fourgonnette, c'est un véhicule satellite. Paraît que ça tire pas et que la couleur est à chier et tout le quartier se fout d'eux. Ah, ça s'améliore. Ils ont juste gardé la parabole pour essayer de capter LCI. Dans LCI, il y a I. Alors là, les téléspectateurs ne le voient pas, mais ça vous a fait beaucoup rire. Oui. Alors ça fait beaucoup rire le spectateur que vous êtes, mais est-ce que parfois ça n'énerve pas prodigieusement le patron que vous êtes aussi? Oui, bien sûr, mais comme tout guignolisé et par moi interposé lorsque ce sont d'autres gens de la chaîne, ils nous avaient bien allumé, e-télévision sur le traitement des inondations dans l'Aude. Ils avaient bien raison. Ils avaient bien raison parce que ce jour-là, e-télévision a été mauvais. En revanche, je me souviens d'une conversation un peu musclée avec les auteurs. Lorsque, en rentrant de vacances, l'un était en Thaïlande, l'autre était je sais pas où, ils n'avaient pas regardé e-télévision, et e-télévision avait très bien travaillé, et sur la tempête, des fêtes de fin d'année, si j'ose dire, et de la marée noire. Mais ce que j'ai trouvé musclé entre vous et les auteurs. Oui, parce que je trouvais que là, autant sur les inondations, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que e-télévision qui démarrait s'était pris un peu les pieds dans le tapis, autant sur tout ce qui s'est passé d'important dans l'actualité et dans la vie quotidienne de beaucoup de Français pendant les fêtes a été bien traité. Donc je leur ai dit, la prochaine fois, regardez. Mais le numéro de Greff et de votre serviteur sur la parabole, ça me fait plutôt rire. En revanche, le document qu'avait consacré Marc-Olivier Fogiel à e-télévision la veille du démarrage, où bien entendu une chaîne d'infos ne fonctionne même pas à blanc, celui-là était, je trouve, assez malhonnête intellectuellement. Dans TV+. Oui. Vous le lui aviez dit? Oui. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il m'avait dit bien, chef.
Il s'était défendu parce qu'il estimait qu'il avait fait son boulot. Mais je trouvais que c'était une drôle de façon de saluer la chaîne que de faire un reportage sur les derniers fils qu'on est en train d'installer, comme on installait des fils dans ce studio juste avant le début de l'émission. C'est un peu ce qu'ils avaient fait. D'accord. Mais dans un cas de ce type, vous estimez que votre rôle consiste éventuellement à faire part de vos remarques et de ce que vous pensez, éventuellement même de le dire publiquement, ce que vous venez de faire là, mais en aucune manière à censurer qui que ce soit. Non, on n'est pas dans ce... C'est l'obsession chez vous. Non, je vous demande. C'est une question. Le rôle peut-être de critiquer après, oui. Oui. Non, c'est pas heureusement. Encore heureux. Non, mais appelez. La délégation de responsabilité phénoménale que, pour ce qui est de moi, mais je pense que mes confrères ici présents pourraient dire sans doute à peu près la même chose. La délégation de responsabilité phénoménale que moi, que De Greef, on donne à un certain nombre de producteurs et de présentateurs, fait que, s'il vous plaît, a posteriori, on peut quand même donner son avis. Sinon, si c'est juste... D'autant plus que, est-ce qu'au total, tout ça, c'est-à-dire cette liberté de ton extraordinaire qui règne sur Canal+... le bilan est positif. Voilà. Je voulais simplement vous entendre le dire. Alors, j'ai une dernière question. On parle beaucoup de Canal+, sur Canal+. On parle moins, en général, de la 5e sur la 5e. Pour une fois, c'est la 200e. On va, si vous voulez bien, déroger à la règle. Si tout se passe comme prévu dans quelques semaines ou dans quelques mois, Marc Tessier, vous serez à la tête d'une super holding de France Télévisions qui regroupera aussi la 5e. Il existera une holding qui regroupera France 2, France 3 et la 5e, dont le président sera désigné par le CSA, probablement. Il n'est pas tout à fait exclu que ça puisse être vous? Non, mais il n'est pas certain que ce soit moi. Alors, on n'a pas bien compris dans ces cas-là si vous, Jérôme Clément, souhaitiez continuer à être à la tête de la 5e comme directeur général sous les ordres de Marc Tessier. Alors, vous souhaitez ou vous ne souhaitez pas? Non, mais je crois que le problème sera réglé légalement quand la loi sera votée. Moi, je suis président de la 7 Arte, je le resterai puisque la loi ne changera pas. Vice-président d'Arte GIE, je le resterai. Ensuite, il appartiendra au président de la holding de choisir son directeur général et il le fera quand la loi sera votée, promulguée, et voilà. Et l'actuel président a un souhait personnel ou pas? C'est-à-dire vous? Le moment venu, la question se posera, mais pour l'instant, elle ne se pose pas. Oh, là, vous allez être dans le montage de l'Escure. Non. Vous allez être dans le prochain montage de l'Escure. Vous souhaitez continuer à travailler avec Jérôme Clément? Bien entendu. Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive... Tu seras dans le montage aussi. Mais non, moi je réponds très franchement. Il est clair que France Télévisions travaillera avec Arte. Alors maintenant, vous me parlez de la 5e, nous verrons le moment venu, de toute façon. La même phrase. Pardon? C'est ce qu'il vient de dire. Nous verrons le moment venu. La réponse n'est pas à l'ordre du jour. Très bien. Eh bien, écoutez, oui, je peux vous poser un mot de la fin. s'il vous plaît. Je ne sais pas si je saurais répondre. En général, la question de la fin, c'est un effet de télévision. En général, c'est... Ma question est toute simple. Pourquoi vous avez censuré la 6? Pour que vous ayez une question de la fin à poser. Merci. Rediffusion de cet arrêt sur image jeudi, c'est un peu plus tôt que prévu parce que cette émission était exceptionnellement longue. J'ai pas l'horaire exact en tête, j'en suis désolé. Prochain arrêt sur image dimanche prochain à 12h30 pour la 201e d'arrêt sur image. Au revoir à tous. Allô, oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux, 30% de bonus. Nantes, pas d'accident. En tout risque, 2200 francs par an. Les prix de Nex Assurance sont parmi les plus bas du marché. Je serai votre unique interlocuteur. Vous aussi, téléphonez au 0800 100 203. N'oubliez pas, 0800 100 203. Téléphonez maintenant pour un devis auto immédiat. Dites-moi, ça ne vous arrive jamais d'augmenter le volume de votre téléviseur et dans les repas de famille? Vous ne faites jamais répéter? Ne négligez pas ces signes. Ils signifient que votre audition baisse. Chez Audica, notre métier, c'est de vous permettre de bien entendre et de comprendre en toutes circonstances. Venez découvrir les toutes nouvelles aides auditives numériques. Elles se glissent au creux de l'oreille, on n'a plus besoin de les régler. Ne vous laissez pas isoler. Recevez le guide gratuit Entendre mieux en téléphonant au 0810 817 817. Audica. La réponse est là. On va pas se battre avec les voisins. On peut se mettre au somnifère non plus. Par contre, on pourrait mettre des doubles vitrages.
Pour votre prêt travaux, appelez Sofinco et profitez d'un taux exceptionnel à partir de 6,9%. Que vos travaux soient réalisés par vous-même ou par un artisan. Appelez dès maintenant Sofinco au 0800 101 102. Sofinco, construisons vos rêves. Rejoins l'univers magique et pétillant d'Oli le petit robot malin et curieux. Roly Poly Oli, le nouveau cartoon tout en 3D. 2 vidéocassettes disponibles maintenant. C'est drôle, c'est vivant, c'est maintenant, c'est tant mieux, c'est Lulo. Puis-je contester le procès verbal? Bonjour, j'aimerais savoir si j'ai le droit de présenter par un avocat. À 12h15, la 5e et Radio Bleu vous propose Studio Conseil. Un problème? Téléphonez. Aujourd'hui, avec l'aide d'un avocat et d'un responsable de l'INC, l'Institut National de la Consommation, nous répondrons en direct à toutes les questions que vous vous posez concernant le droit du travail et également la sécurité en matière d'alimentation. Studio Conseil, à voir et à écouter en simultané sur la 5e et Radio Bleu. Un problème? Posez vos questions à Studio Conseil. Numéro Azur 0810 055 056. De 9h à 13h, le jour même de l'émission. Bonjour. Capta. En cas de difficulté du transit, y a qu'à Fuka. Fuka est un médicament pour le traitement de courte durée de la constipation occasionnelle de l'adulte. Franchement, là, je sais pas lequel choisir. Attends, un chariot, c'est un chariot. Mais non, je te parle d'opérateur téléphonique. Tu t'y retrouves, toi? Bah oui, j'ai pris le 7. Bah, t'es sûr de pas te tromper, de faire un max d'économie? Hein? Tiens, en ce moment, le week-end, bah, je téléphone pour 25 centimes la minute. 25 centimes? Oh. Bah, à ce prix-là, je vais téléphoner tout le week-end. Le week-end, avec le 7, c'est 25 centimes la minute jusqu'au 23 avril. Le 7, et si vous faisiez tout de suite le bon choix? Appelez vite au 0800 356 356. Avec Mediatis, pour obtenir un crédit, pas besoin de ramer. Vous pouvez vous constituer une réserve d'argent de 5 000 à 40 000 francs sans bouger ni changer de banque. Bref, sans que ce soit du sport et sans vous mouiller. Vous remboursez par petites mensualités sans faire de vagues dans votre budget. Soyez gentil, appelez plutôt Mediatis. 0800 800 800. Mediatis, le crédit, parlons-en simplement. Allez au bout de vos projets. Capta. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd, ce trou! Bonjour, les amis. Remarquez, c'est normal, il y a tout le pays des Toons dedans. Voilà, bon. Allez, c'est... Qu'est-ce que je vous disais qu'il était lourd? Bon, allez, on perd pas de temps. C'est Lulo. C'est parti! Le présentateur plein d'assurance descend les marches avec panache. Étonnant, magistral, le téléspectateur, même jeune, aura fait le rapprochement entre le sujet du dessin animé Les Oiseaux et ceux qui tournent autour de la tête de Serge. Quelle classe, mes amis, quelle classe. De même, on aura noté le parallèle entre la chute symbolique du nid et celle de Serge dans l'escalier. On peut dire que ça, c'est professionnel. Professionnel.